Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un honneur et un réel plaisir pour faire un grand voyage olfactif, sensoriel, historique dans la parfumerie de l'entre-deux-guerres. Pourquoi suis-je devant vous aujourd'hui? Par passion du parfum, par passion de l'histoire et par passion du partage. J'aime faire entendre ce qui habituellement se sent. En tant que journaliste, rédactrice, mon cœur de métier, j'aime trouver les mots pour vous emmener dans cette histoire de la parfumerie aujourd'hui. Et avec mon agence éditoriale La Voix du Parfum, je trouve les mots bien sentis, du moins j'essaye, pour raconter cette histoire à l'écrit et en audio, puisque j'ai créé le podcast La Voix du Parfum. Il y aura d'ailleurs dans la conférence des petites références à certains épisodes qui sont tout à fait disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Et j'aime raconter les métiers, les créateurs, l'histoire, le patrimoine et tous ces savoir-faire qui font notre belle parfumerie. Et aujourd'hui, je vous invite donc dans ces coulisses de la parfumerie moderne, l'âge d'or de la parfumerie, comme on dit habituellement. Alors, bienvenue au Salon à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris 1925. Donc là, on fait un flashback. Et en effet, lors de l'exposition internationale, le pavillon du parfum a une place prépondérante, particulière. C'est la première fois que le pavillon du parfum consacre à l'art olfactif une telle place pour mettre en valeur l'excellence, le raffinement des créations parfumées. Et il va marquer une étape importante dans l'histoire du parfum. Voilà les différentes étapes de ce voyage que je vous propose, avec une première visite, des photos d'archives, les tickets d'entrée, les affiches, sachant que l'affiche en question qui a été sélectionnée était le fruit d'un concours. Et dans ce contexte-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux évidemment, donc c'était le meilleur moyen d'attirer le public, venu très nombreux. Un certain Robert Bonfils a gagné ce concours. On voit le visage de cette jeune femme vêtue à l'antique, avec un panier de fleurs sur l'épaule et batifolant avec une gazelle dans les bois. Il faut dire que cette nymphe illustre l'intermédiaire, illustre le passage de l'art nouveau à l'art déco. Et donc vous aurez compris aussi que la dimension artistique est importante dans cette conférence et vous allez le voir tout au long des inspirations et des visuels. Et donc le mouvement art déco va se développer et être visible dans l'architecture, dans les illustrations, avec ces lignes beaucoup plus rigoureuses, cette architecture très moderne, avec une volonté de revenir un petit peu à l'ordre, entre guillemets, après un art nouveau qui était peut-être très dispersé, très floral. C'est pas du tout un jugement, mais c'est ce que, par exemple, la boutique Primavera, l'affiche que vous voyez sur le côté, veut illustrer. Et puis, on pensait à l'art nouveau qui était tout en courbe évolute de 1890 à 1910. Il célébrait la nature avec des couleurs. Il reste célèbre quand même dans les dessins d'Alphonse Mucha. Et puis, l'art déco va arriver, comme je le disais, avec ses lignes géométriques et épurées dans les angles et va être illustré dans le mobilier, dans l'architecture. Et vous allez peut-être le voir aussi dans les flacons. L'exposition internationale des arts décoratifs est l'événement donc fondateur de l'art décoratif, des arts déco dans lesquels s'inscrit la parfumerie, comme on va le voir. Et en effet, avec ce catalogue, on rentre petit à petit dans les différentes thématiques de l'exposition, dont le parfum. Voilà le pavillon du parfum, dont on peut imaginer les volutes jaillissements des fragrances, sous forme d'une fontaine de parfum, réalisée par Raguenet et Maillard, avec une sculpture de Binet. Et là, c'est vraiment l'exposition au sens propre du terme. On montre au grand public et aux industriels le savoir-faire artistique et créatif de la parfumerie. Les industriels aussi, les maisons de parfum veulent se faire connaître, veulent montrer qu'elles innovent, elles veulent séduire un large public, elles veulent s'ouvrir à des nouveaux marchés internationaux. Elles exposent leurs créations et veulent toucher autant l'élite que la classe moyenne. Et finalement, toute cette plateforme qui est cette exposition universelle, c'est un peu le salon d'aujourd'hui. Et on va voir de quelle manière, aujourd'hui, on a hérité de cette parfumerie moderne. Et évidemment, l'âge d'or du parfum, c'est aussi un moment où l'industrie
et l'innovation sont au cœur des créations. Et il y a un visionnaire que vous allez tous reconnaître qui a peut-être mis en route tout ce mouvement. Donc j'accélère un petit peu, c'est Paul Poiret. Paul Poiret, il est à cheval entre 2 siècles. Il est couturier avant tout, il a la folie des grandeurs, il a les moyens et il s'est dit je ne vais pas rentrer dans le salon comme les autres, dans cette exposition, je vais avoir mes péniches. Et il a 3 péniches en tant que couturier et en tant que parfumeur. Pour l'instant, je vous le présente plutôt en tant que couturier, mais surtout homme d'affaires. Et donc il amarre 3 péniches, décorées évidemment dans toute la subtilité de l'art déco, péniches qu'il appelle amour, délices et orgue au pluriel. Je vous laisse interpréter. À l'intérieur, superbement décoré. Et il attire du monde. Il fait sa communication aussi avec ses affiches, avec la photographie. Voilà les affiches qui montrent comment ces belles dames descendent faire la fête dans les péniches. Et donc Paul Poiret, couturier parfumeur, dont on va reparler dans le chapitre sur la saga des couturiers parfumeurs, vraiment est un visionnaire, et on va le voir en particulier avec les parfums de Rosine, dont vous avez certainement tous entendu parler. Et les parfums de Rosine ont été une composition imaginée par Maurice Chalère et puis après Henri Alméras. Bien qu'il s'implique vraiment à fond dans cette création, il en fera 35 ensuite. Et les parfums de Rosine sont est la création qui va faire rentrer la parfumerie dans l'ère de la parfumerie moderne. Alors rentrons dans les coulisses de cette parfumerie moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, la parfumerie moderne ? Vous êtes certainement au courant qu'à l'époque, à la fin du 19e, une grande invention a révolutionné la parfumerie, c'est la création de molécules et la découverte de molécules de synthèse, en particulier en 1868, par le chimiste allemand Friedrich Wöhler, la coumarine, qui a permis de faire rentrer la chimie dans la parfumerie, jusqu'alors très florale. Alors je vais très vite, c'est vraiment des nuances qu'il faudrait apporter, mais le temps passe. En l'occurrence, d'autres découvertes majeures de la parfumerie synthétique d'autres découvertes vont révolutionner, jusqu'à la création d'un chef-d'œuvre que vous devinez, que vous voyez et que nous sommes en train de distribuer. Fougères Royales, 1882. Je vous laisse savourer. Je dis savourer. Et moi, je vais savourer le fait d'avoir le flacon dans les mains. Je pense que j'ai dû vivre à l'époque, tellement je suis émue, merci Olivia, d'avoir ce flacon, œuvre d'art dans la silhouette et œuvre d'art dans la fragrance. Alors évidemment, c'est une recréation à la mode d'aujourd'hui, mais est-ce que vous vous sentez transporté ? J'espère. Voilà. Très belle marque qui fête ses 250 ans cette année et dont on reparlera à la fin de la conférence parce que voilà, il introduit la conférence et il la conclut également. Alors sans rentrer dans le détail, Paul Parquet, parfumeur de la maison, a été l'un des premiers à intégrer la synthèse avec donc Fougères Royales en 82. Il est considéré et intitulé de la famille olfactive des fougères, qui va influencer toute une génération de créateurs. Et sachant que la maison, donc fondée en 1775, donc les 250 ans cette année, et puis suivront un certain nombre de parfums dont je vous parlerai à la fin. J'aimerais vous faire sentir Jiki, mais je ne le ferai pas parce que je voudrais que vous savouriez encore et encore Fougères Royales. Alors évidemment, Jiki de Guerlain aussi a marqué les esprits en 1889, puisque en utilisant l'une des notes de synthèse du lavandin, plante hybride entre la lavande et la lavande aspic, il a incorporé la vanilline et d'autres molécules dans cette création, considéré également comme l'un des précurseurs de la parfumerie moderne. Donc vous voyez, on est à la fin du 19e, pardon, et on va rentrer progressivement dans le 20e, en allant un petit peu vite parce que vous les connaissez. Émeraude, dont on a fêté le centenaire en 2021. Numéro 5 de Chanel, je ne sais pas s'il y a besoin de raconter son histoire, la légende, l'histoire vraie, et la collaboration avec Ernest Beau, je ne pense pas, je pense que c'est un chef-d'œuvre que tout le monde connaît. Dans la nuit de Jean-Charles Worth, petit clin d'œil à ce flacon, et on parlera tout à l'heure de ces lignes de flacons typiquement art déco, cette boule
de lumière, on va dire, assez innovante à l'époque. Et puis Chalimard. Alors Chalimard, il a une place particulière dans notre cœur, évidemment. Je ne vous fais pas sentir, rien que de fermer les yeux, je pense que vous pouvez l'imaginer. Et donc Chalimard, dont vous voyez les silhouettes, dont vous connaissez peut-être la légende ou l'histoire. Jacques Guerlain aurait imaginé un parfum en hommage à l'amour de l'empereur moghol Shah Jahangir pour sa défunte épouse. Et fou de chagrin, il lui aurait fait construire donc cette tombe monumentale au bord des cascades des jardins de Chalimard, qui veut dire demeure de l'amour. Et donc cette histoire est illustrée par ce parfum avec un flacon qui illustre aussi les lieux. Et donc vous voyez que l'imagination n'a plus de limite dès la fin du 19e. Début 20e, d'autres parfums se succèdent. J'aimerais m'arrêter plus, mais évidemment, on n'a pas trop le temps, quoi qu'il en soit. 1904, on a la rose Jacqueminot de Coty. 1906, la Prélondé. 1912, l'or bleu. 1919, Mitsuko de Guerlain. 1924, Arquelina de Poiré. 1927, Arpège de Lanvin. Tous ces grands noms qui marquent la parfumerie moderne. On va s'arrêter sur l'un d'entre eux, que vous connaissez bien aussi, qui est François Coty, qu'on ne présente plus, quoique, avec Émeraude en 1921, et puis un parfum qui a été reconstitué il n'y a pas très longtemps et qui est en train également de vous rejoindre, Origan. Alors on voit le flacon en tout petit à côté de la photo de René Lalique. Donc entrepreneur, homme d'affaires, homme politique, passionné de parfum, il est allé apprendre la parfumerie à Grasse et puis inspiré aussi par les notes de synthèse, a lancé donc plusieurs parfums, Émeraude, l'Origan, Ambrantique, Léman en 1927. Je vous laisse savourer aussi un autre style. Et vous avez vu la photo de son complice et ami de toujours, René Lalique, dont on va reparler dans le chapitre sur les parfums. Parce que j'avais envie de rendre un hommage aussi à ces écrins, à ces flacons sans lesquels la parfumerie moderne n'existerait pas. Donc un petit peu plus tard. Petit clin d'œil à la Maison Caron, dont le directeur artistique avant-gardiste était Ernest Daltroff, qui a proposé des fragrances qu'on appelle audacieuses, comme Narcisse Noir en 1911, qui lui aussi associe les notes de synthèse avec les fleurs naturelles. Et cette marque qui est encore très très connue et qui fête son centenaire aussi cette année, a participé à l'âge d'or de la parfumerie moderne. Et donc Narcisse Noir ou comme Nuit de Noël en 1922, Tabac Blond, Fleur de Rocaille restent dans la mémoire des créations audacieuses, on va dire, de l'époque. Alors tout à l'heure, je vous ai introduit la conférence avec une star qui était Paul Poiret, mais il n'était pas le seul dans la famille, on va dire, des couturiers parfumeurs. À l'époque, en effet, les couturiers, et Dieu sait s'il y en avait, lançaient donc cette mode débridée après la Première Guerre mondiale. On raccourcit les robes, on fait sauter les corsets. Il a été le premier à faire sauter les corsets avec Madeleine Vionnet. On libère la femme parce que entre-temps, elle a dû travailler parce que les hommes étaient à la guerre. Et puis, avec l'industrie, avec les progrès technologiques, elle se met à vouloir faire du sport, à vouloir voyager, à vouloir être à l'aise dans ses vêtements. Et donc, on le voit entre le style un peu taille serrée de la fin du 19e et les nouvelles lignes de la couture de début du 20e, la femme se sent beaucoup plus à l'aise. Et surtout, aime faire la fête. Et donc, ces robes que l'on voit exposées dans le pavillon de l'élégance sont tout à fait dans l'esprit art déco de l'époque, année folle. Folle parce que, voilà, euphorie de la créativité à tout point de vue, bien illustrée par ces photos. Et on revient, un petit clin d'œil à Paul Poiret, que vous pouvez retrouver également en podcast. Voilà le visuel que vous pouvez voir en haut à votre gauche. Pour vous inviter à aller écouter les épisodes concernant les personnes dont je parle. Donc là, les photos parlent d'elles-mêmes, des illustrations, des photos de flacons, Rosine, dont on parlait tout à l'heure. Donc Paul Poiret
on le garde comme l'un des précurseurs, suivi de la famille Worth. Charles Frederick Worth, dont on voit les robes de soirée qui sont encore un peu carrément fin 19e, mais dont le petit-fils, Jean-Charles, va utiliser les lignes de l'élégance et lui va créer le fameux parfum dans la nuit dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette boule de lumière que j'aime bien saluer, avant-gardiste aussi dans la création des flacons. Autre clin d'œil à un couturier parfumeur que vous pouvez aussi retrouver sur le podcast, Jean Patou. Alors vous voyez, c'est lui qui va être à l'initiative de la création de tissus en maille qui vont permettre à ces femmes d'aller sur les cours de tennis, de pouvoir aller faire leurs courses sans être engoncées dans des robes. Et puis, il va s'illustrer avec un autre chef-d'œuvre que j'aurais bien aimé vous faire sentir, Amour, Amour, qui aussi se marque dans la continuité de l'élégance de l'époque et de l'innovation en termes de fragrance. Bon, on ne la présente plus. Gabrielle Chanel, on pourrait passer une conférence entière, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, quand elle a rencontré Ernest Beau, tout le monde sait ce qu'elle lui a demandé, qu'elle voulait un parfum à odeur de femme. Le pauvre Ernest Beau, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle me demande ? Et il a dû relever le défi, donc comme vous le savez peut-être, il a créé plusieurs propositions. Elle s'est arrêtée au numéro 5, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. Elle a dessiné ce flacon dans la ligne de ses créations de couture, très épurée, très droite, flasque de whisky ou pas, place Vendôme dans le bouchon, voilà, plein de petits clins d'œil. Et puis l'art de vouloir faire la fête dans les lignes de ses bijoux, de ses accessoires. Et là, tout le monde se précipite dans les années 20 et tout le monde a le nom de Chanel sur toutes les lèvres. Et elle offrait donc son parfum à ses clientes. Elle allait au restaurant avec son parfum, elle l'en mettait sur elle. Et puis, elle l'attendait, elle discutait pendant son repas. Et puis, d'autres femmes venaient s'asseoir sur des tables environnantes. Mais en passant près de la table de Gabrielle Chanel, elles sentaient ces femmes. Et elles disaient, mais d'où vient ce parfum ? Donc, elles allaient voir Gabrielle Chanel. Et Gabrielle disait, bah oui, c'est le dernier que j'ai créé. Ah, où peut-on le trouver ? Et elle ne répondait pas, si ce n'est qu'il fallait vraiment le désirer pour aller... voilà. C'était sa manière de faire sa publicité, sans réseaux sociaux, bien sûr, à l'époque. Et donc, quand elle a rencontré Ernest Beau, elle a vraiment voulu lancer ce parfum un peu hors norme, évidemment en utilisant les notes de synthèse qui se multipliaient à l'époque. Donc, au cœur de la parfumerie moderne, il y a également Chanel numéro 5. Et puis, hommage à Jeanne Lanvin aussi, couturière parfumeur, avec un chef-d'œuvre arpège, alors créé un petit peu plus tard. Et là, on retrouve également la forme du flacon. Pour certains, il peut paraître un peu austère. Pour d'autres, il est l'illustration d'une élégante sobriété. La boule que l'on tient entre les mains et qui devient un objet de décoration. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion. À la limite, on n'a même plus besoin de l'ouvrir. On le pose et on le contemple avec cette illustration de la mère et de la fille qui dansent en tenue plus ou moins de costume de déguisement, de fête. Et donc arpège, c'est le nom qu'elle a trouvé pour ce parfum quand elle l'a offert pour les 30 ans de sa fille, Marguerite, et qui aurait dit « Ah, on dirait un arpège », étant elle-même musicienne. Il y a toujours une belle histoire. Après, les légendes rattrapent l'histoire, mais ce flacon illustre donc la proximité, mais la fusion qu'il y avait entre la mère et la fille. Et parenthèse, j'ai récemment été interviewée dans le cadre d'un documentaire qui rend hommage à Jeanne Lanvin. Donc je vous invite à guetter TV5 avant la fin de l'année, où on raconte cette femme entrepreneur avant-gardiste. D'ailleurs, ça s'appelle Jeanne Lanvin 2.0. Et elle avait vraiment une longueur d'avance. Et elle est très inspirante tant en tant qu'entrepreneur qu'en tant que créatrice parfum, parce qu'elle n'était pas que couturière, elle était également... elle avait une boutique de décoration, elle faisait des costumes de scène.
tout ça à la force du poignet parce qu'aînée de 11 enfants, elle n'avait pas un rond, elle n'avait pas d'investisseur quand elle a commencé. Bon, je m'arrête parce que sinon ça devient une conférence sur Jeanne Lanvin. Et j'aurais bien aimé aussi vous faire sentir Arpège, mais c'est plus facilement accessible si vous le souhaitez. Voilà pour Jeanne Lanvin. Et puis un petit clin d'œil à Elsa Schiaparelli, bien sûr, qui arrive un petit peu plus tard. On est à la fin des années, au début des années 30. Voilà, je vais lui rendre hommage et aussi, vous pouvez la retrouver sur le podcast. Elle avait une voiture, comme vous le voyez, à son nom. Et puis, elle est connue pour cette collaboration avec Picasso pour dessiner ses flacons. Et une superbe exposition lui a rendu hommage l'année dernière, il y a 2 ans, à Paris. Et puis des livres, voilà. On peut la saluer ici. Et pour terminer sur ces couturiers parfumeurs, inévitables, mais après on rentre dans un autre siècle, une autre ère, mais je m'arrêterai là pour l'hommage au couturier parfumeur Marcel Rochas, donc, que vous pourrez retrouver également sur le podcast, avec des parfums dont les 3 noms illustrent sa philosophie, comme vous le voyez: Audace, Air Jeune, Avenue Matignon. Ils commencent tous par un A, je vous laisse imaginer, et puis bien sûr un peu plus tard, Femme, et sa ligne de couture très reconnaissable entre tous. Voilà. Pour les couturiers parfumeurs, et donc cette saga qui est racontée en podcast et qui aussi est une grande part de l'histoire de la parfumerie, bien, il faut s'arrêter parce que sinon on pourrait rendre hommage encore à beaucoup d'autres personnalités. Je vous disais tout à l'heure qu'à mes yeux, l'écrin était aussi important que la fragrance, le contenant que le contenu. Et là, je vous invite à savourer, entre guillemets, du regard des flacons avec quelques arrêts sur image sur ce fameux René Lalique dont on a parlé tout à l'heure. Alors les flacons parlent d'eux-mêmes, cependant la vie de René Lalique est même passionnante. Elle est aussi l'objet d'une conférence que je peux donner par ailleurs. Il avait un sens incroyable du commerce et il a triomphé, lui, dès l'exposition universelle de 1900, à l'exposition du même nom, et puis bien sûr à l'exposition universelle des arts décoratifs de 1925. Il a orné des paquebots transatlantiques avec des éclairages, avec des œuvres qu'on retrouve un peu partout. Et puis, il a créé dès la fin du 19e, sachant qu'il est né en 1860, 1885, il a créé son premier atelier parisien et il a appris les techniques de la bijouterie, joaillerie tout d'abord, et puis ensuite il a continué ses cours à l'école des arts décoratifs, et puis petit à petit, au contact du joaillier Jules Destape, il a perfectionné sa technique. Et en 1888, coup de foudre pour l'Antiquité et le japonisme, qui était aussi très inspirant à l'époque. Il va s'installer dans le cœur de Paris. Et là, on voit toute sa créativité s'exprimer. Et il met en fait les pierres, la somptuosité et la matière au service de ses dessins. Donc là, j'ai envie de me taire, tellement c'est beau. Enfin, très subjectif, mais je pense que partagez cet avis. Et donc, il utilise le verre sous toutes ses formes, avec des reliefs. Il utilise le diamant, l'or, l'opale, la perle, la métisse. C'est des œuvres d'art avec un musée qui lui est consacré dans l'Est de la France, que je vous invite à visiter aussi. Et sa volonté, c'était de créer quelque chose que l'on n'aurait pas encore vu. Alors, de son point de vue, il y avait tout à faire et il a été bien inspiré. Et c'est ainsi qu'il a été consacré comme inventeur du bijou moderne. Alors les bijoux, les parfums, les flacons peuvent être des bijoux, accessoirement, sans jeu de mots, mais en l'occurrence, il a été admiré pour ça. Et puis, évidemment, on arrive à sa collaboration avec François Coty. En 1905, quand René Lalique ouvre une boutique Place Vendôme, il expose donc non seulement des bijoux, mais aussi des objets en verre réalisés dans son atelier. Mon atelier qui était près de Rambouillet. Et là, le parfumeur François Coty tombe sous le charme de ces silhouettes, de ces parfums, de ces bijoux, et il l'invite à faire des parfums. Et il va lui proposer en 1907 donc de travailler avec lui. Et c'est ainsi que va commencer leur collaboration. Et c'est un travail en tandem en fait qui va avoir lieu pendant des années. Et c'est vrai que ce binôme, c'est une des premières fois
qu'on assiste à cette présentation lors de l'exposition universelle des arts décoratifs. Et une fois de plus, en tant qu'artiste, on le voit, il est à cheval entre deux périodes. Voilà, chef-d'œuvre. Respect, silence. Suzanne, un parfum qui est prêt à se mettre en mouvement pour une danse sensuelle. Et je m'égare. Notre parfum, Night de Colgate, Lalique tantôt. Alors ils sont tous très lourds, avec beaucoup de relief. Les flacons aussi sont très travaillés. Voilà, de temps en temps, il suffit de regarder et d'imaginer ce qu'il y a dedans. Mais c'est intéressant de rendre hommage à ce métier de verrier, de joaillier, qui était celui de René Lalique. Voilà, et il va continuer son activité jusqu'à sa mort en 1945. D'autres verriers, dont Baccarat, que vous connaissez sûrement, voilà, on revient sur Chalimard, l'Origan, qui était aussi également très inspiré. Donc je vous ai fait un petit panel de création. À admirer également. Et puis, on s'arrêtera parce que finalement, on pourrait raconter aussi l'histoire des écrins indéfiniment, mais à l'époque aussi, c'est l'utilisation et la création des flacons vaporisateurs. Rien à voir avec Lalique et Baccarat. Cependant, dans la ligne et dans l'esthétique, on est encore dans cet objet décoratif et en même temps très beau et très utile, puisqu'en l'occurrence, il s'agissait de vaporiser. Un petit clin d'œil sur les parfums Robsch, dont la silhouette quasi féminine peut rappeler d'autres parfums. Je vous laisse imaginer. Voilà. Et puis, on parlait des écrins, on parlait du contenu. Avec la technique et l'industrie du papier et de l'imprimerie qui explose aussi dans l'entre-deux-guerres, évidemment, on ne pouvait pas parler de la parfumerie de l'entre-deux-guerres, des années folles, sans parler des affiches. Alors, plusieurs expositions aussi ont eu lieu récemment sur le sujet, à Grasse et à Paris. Et donc là, quelques exemples d'affiches qui illustrent les fragrances prêtes aussi à s'animer. Et en effet, il y a de grands artistes et des grands illustrateurs qui se sont illustrés, sans jeu de mots. À l'époque, on retiendra des noms comme Jules Chéret, Alphonse Mucha, bien sûr, Leonetto Capiello, et qui vont innover et qui aussi, avec une intuition sur l'impact de l'image pour raconter l'histoire des parfums, entre autres, et de la cosmétique en général, et même dans le domaine de la beauté au sens large, trouveront des idées assez révolutionnaires. Et contrairement au XVIIIe et au début du XIXe, justement, les maisons de parfums, de parfumerie vont commencer à proposer leurs produits dans des flacons ou des boîtes fabriquées en série, certes moins luisseux, mais à leur effigie. Et l'enjeu est justement d'affirmer leur légitimité par leur nom, donc de communiquer. Et c'est ce nom, c'est ce message que portent les affiches. Et il faut que chaque affiche permette à chaque nom de se distinguer, alors que les produits, c'est des parfums, c'est des savons, ce sont des produits quasiment équivalents, entre guillemets, mais l'effort esthétique va être de se concentrer petit à petit sur l'étiquette, et donc l'étiquette qui va permettre d'être reproduite sur les affiches et qui va servir aussi à mettre en valeur le design du flacon. C'est tout un ensemble. Et donc les maisons de parfums vont rivaliser d'élégance, collaborant avec des illustrateurs et des verriers pour faire en sorte que cet écrin, dans la forme, puisse attirer le regard et donc être bien sûr vendu. Là, vous voyez le parfum, des parfums de Molinard, de Grasse. Grasse étant évidemment la capitale de la parfumerie, dont sont extraites toutes ces matières premières dont on parle. Et la distribution et la diffusion des parfums vont à ce moment-là donc connaître une révolution et sortir des salons privés. C'est ça qui est intéressant avec les progrès de la technologie aussi, et qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais qui montre quand même une bonne intuition. Le développement des grands magasins. Et donc ces affiches aident aussi à démocratiser les produits parfumés. Vous voyez comme quoi, petit à petit, on utilise les moyens techniques à portée de main avec beaucoup de... Et finalement, c'est la réclame, la pub,
qui va être au cœur du sujet. Et la réclame donc se colore et va s'installer dans les mobiliers urbains tels que les colonnes Maurice. Et puis dans les rues, les affiches se multiplient et la beauté finalement est mise en scène. C'est exactement l'idée. Un petit clin d'œil à Violet dont on va reparler tout à l'heure. Et c'est plus facile avec des beaux parfums, on est d'accord, mais il faut qu'il y ait le nom, il faut qu'il y ait l'accroche. C'est tout le marketing avant le marketing dont sont inspirés les illustrateurs. Alors j'ai cité tout à l'heure les marques avec des illustrations, des textes plus ou moins lisibles, mais ça c'est pas grave, ou des histoires racontées en dessin comme Bourgeois, Mon Parfum, et puis les Leonetto Capiello, dont une exposition aussi a eu lieu, comme là on le voit à droite, une folle femme, elle est folle, sur les parfums Robillard. Et lui, il va être un des premiers à utiliser la couleur à outrance dans ses mises en scène, très théâtrales. Tout ça, évidemment, c'est lié aux machines qui employaient des pierres lithographiques de grande taille pour permettre à la production d'être à la hauteur des créations. Donc là, on sent bien que l'esthétique prévaut et sert le parfum autant que les écrins et autant que les fragrances. Et puis, les années passent, évidemment, et le temps passe. Et d'un siècle à l'autre, on voit que d'autres marques prennent le relais, font évoluer la parfumerie, s'inspirant bien sûr de la parfumerie moderne, comme on vient de le voir. Et après 1945, la chimie explose, sans jeu de mots, et des nouvelles tendances olfactives apparaissent. Dans les années 50-60, on a des nouvelles molécules comme le civet ou la muscone. On va sentir des parfums qui vont porter des messages féministes, audacieux. Et c'est là, par exemple, que dans les années 70-80, là, je vous laisse repérer les chefs-d'œuvre et les créations d'une nouvelle famille, comme famille Gourmand avec Angel en 1992. Qui, d'audace en innovation aussi, raconte l'histoire du parfum. Et je le passe un peu vite parce qu'en l'occurrence, c'est dans la continuité et ça se rapproche de nous. Mais moi, l'idée, c'était de raconter comment la parfumerie moderne des années 30 arrive et est encore vivante jusqu'à nous. En passant par tous ces parfums de niche que vous connaissez encore mieux que moi, qui ont marqué les années 2000 et qui marquent encore aujourd'hui notre quotidien. Je pourrais m'arrêter là, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de rendre hommage, certes, à toutes les innovations et à tout ce qui nous attend en parfumerie. C'est de montrer que l'histoire de la parfumerie n'arrête pas de bouger. Clin d'œil à l'IA, la slow cosmétique et tout ce qui fait notre belle parfumerie aujourd'hui. Sachez que l'image qui est là, je l'ai fait avec ChatGPT. J'ai dit, juste crée-moi une image qui raconte le métier du parfumeur. Voilà, petite illustration de la parfumerie d'aujourd'hui, je me suis bien amusée. J'ai fait aussi, crée-moi une image qui raconte le parfum en podcast. Et là, il fait preuve de beaucoup d'imagination. Mais il y a un héritage dans cette histoire, et c'était bien l'objet de cette conférence. Un héritage dont nous sommes tous héritiers. Et que l'on salue aujourd'hui avec des marques que l'on appelle joliment des belles endormies et que des entrepreneurs, des passionnés d'histoire, de savoir-faire, de talent, de patrimoine réveillent, ont réveillé et nous réveillent aussi. Merci. En voici quelques-unes. LT Piver, qui fête ses 250 ans aussi cette année, et qui reprend tout un historique d'une histoire qui est née à la fin du XVIIIe et qui nous permet de réaliser qu'en fait, la belle parfumerie moderne n'est pas d'hier. Et puis, Houbigant. Et là,
Je vous laisse. Paris, 1775. Un jeune homme, Jean-François Houbigan, accroche une enseigne peinte à la main représentant une corbeille de fleurs au-dessus de sa petite boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré. En 1882, Paul Parquet crée Fougère Royale, la première fougère de l'histoire de la parfumerie. En 1912, Quelques fleurs est le premier bouquet multifloral jamais créé. Dès le début, les parfums Houbigan ont reçu les faveurs de la royauté et de la noblesse. Au fil des ans, la maison a réalisé une incroyable expansion mondiale. Aujourd'hui, Houbigan travaille avec les meilleurs parfumeurs pour perpétuer la tradition de la maison et continuer à créer des parfums innovants. Tout est dit, ou presque. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur Houbigan, voilà. Donc avec Fougère Royale qu'on a senti tout à l'heure. Et la famille Péris a donc en 2005 repris la marque et aujourd'hui développe des nouvelles fragrances. Et on tient à saluer cette fidèle histoire qui se perpétue et qui nous raconte comment aujourd'hui Houbigan renaît d'un passé lointain. Bien-aimé que vous êtes en train de sentir, une jeune femme a décidé de reprendre cette marque dont une jolie boutique à Paris vous invite un peu comme dans un flashback de l'époque à remonter le temps. Alors Bien-aimé, c'était un parfumeur, c'était l'un des parfumeurs de Houbigan, mais qui en 1912 avait remplacé Paul Parquet et qui en 1935 va quitter Houbigan et créer sa propre marque. Et aujourd'hui, vous avez l'un des chefs-d'œuvre qui circule, je crois, Vermeil. Voilà. Oups. Voilà. Vermeil qui se savoure aussi. C'est bon, vous l'avez bien en main, en nez. Donc Vermeil qui, à partir des années 35, est un des chefs-d'œuvre de Bien-aimé, Robert Bien-aimé, donc qui vient de créer sa société, qui va enchaîner les créations avec Éveil, Fleurs d'été, La vie en fleurs, Dentelle, Chypre impérial, Cuir de Russie ou encore Caravane, jusqu'à sa disparition en 1960. Et une jeune femme passionnée par l'esthétique art déco, un peu comme moi, Cécilia Mergui, a racheté en 2019 Bien-aimé, alors qu'elle avait juste découvert un poudrier dans une brocante. Comme quoi, il y a des jolis hasards, des jolies histoires qui naissent du hasard. Et elle souhaite donc remettre au goût du jour les étuis réutilisés à travailler. Donc elle est rentrée dans cette marque par les étuis qu'on voit très bien en photo. Et elle va créer les premières eaux de parfum sont lancées en 2021, puis des savons solides, des savons liquides et des baumes pour le corps. Et Vermeil est un souvenir de l'odeur de la salle de bain de la grand-mère de Cécilia. Donc c'est un clin d'œil autant affectueux qu'historique et avec un moyen de nous transporter quand même dans cette époque. Et puis je vous inviterai à aller découvrir la dernière recréation qui est Monsieur. Monsieur aussi est un autre parfum plus vif, plus citronné, avec de la bergamote et du gingembre. Donc je vous dis ça parce que n'imaginez pas qu'il ait une famille olfactive proche de celle que vous êtes en train de sentir. Et là, je pense que c'est l'incarnation de l'élégance, du raffinement. Donc vous pourrez, si vous avez l'occasion, aller le sentir. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Autre maison, la maison Godet, dont l'arrière-petite-fille Sonia Godet à Saint-Paul-de-Vence a eu le culot de reprendre tout en découvrant une vieille pochette, un vieux cartable de son grand-père dans son grenier, a relancé la marque. Alors elle a un modèle économique très particulier. Elle a une boutique à Saint-Paul-de-Vence et c'est tout. Elle travaille beaucoup via les réseaux sociaux, elle travaille beaucoup à l'exportation et elle travaille beaucoup avec le milieu artistique parce que Julien Joseph Godet, donc, qui avait créé la marque en 1901, travaillait beaucoup avec Pierre Bonnard et Henri Matisse, pour lequel d'ailleurs il a imaginé Fleur de Rennes et plus tard Folie Bleue. Et Sonia, qui est donc son arrière-petite-fille, a relancé la marque
après avoir fait un passage chez Cartier à New York. Et elle a un rapport aux formules anciennes qui est lié à sa personnalité aussi, et puis à l'esthétique de la boutique, comme vous voyez. Donc là, pas facile de prendre la boutique sans personne, parce qu'il y a toujours du monde. Voilà, petite marque qui grimpe tranquillement dans cette famille des belles endormies. Bien sûr, on ne peut pas parler des belles endormies sans parler de nos amis de la Maison Violet, 3 étudiants qui ont repris il y a quelques années cette jolie marque, qui grimpe tranquillement, fidèle à l'histoire, au patrimoine aussi, qui raconte un pan de cette parfumerie d'antan, on va dire. Et puis, je crois qu'il en reste quelques-uns. La maison d'Orsay, bien sûr, qui fait partie, 190 ans plus tard, d'une reprise visionnaire par Amélie Youn et le groupe Aera Nova, et qui a relancé cette marque en 2018 avec des nouvelles fragrances. Voilà. Et vous voyez un petit clin d'œil aussi à l'affiche du parfum Dandy d'Orsay, qui était également exposé présenté à l'exposition universelle des arts décoratifs dans la pure ligne de l'art déco dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on arrive à aujourd'hui avec plusieurs marques que l'on a envie de présenter, dont une, donc là vous pourrez les rencontrer, ils sont tous sur le salon. On les connaît bien et on aime bien leur manière de rester fidèles à cette histoire de la parfumerie moderne, chacun à leur manière. Et là, vous reconnaîtrez peut-être. Alors, rien à voir avec les belles endormies, mais une marque qui mérite qu'on la salue, que vous avez sur les mouillettes, qui est la marque Sabé Masson. Alors. Voilà, donc toutes ces marques sont présentes. Sabé Masson là, a une démarche très particulière. Là, vous avez un parfum 100% naturel qui s'appelle Et revenir à soi, qui a été créé par Jennifer Jambon d'Argeville, chez Argeville, et qui se dit être un hymne à la résilience. N'est-ce pas un sujet d'actualité? Un hymne à la résilience. Et donc, je ne sais pas l'effet que ça vous fait. Moi, quand je l'ai senti il y a quelques heures, transportée. Donc, c'est vraiment une émotion olfactive. Et est-ce que vous sentez quelque part dans cette fragrance la carotte? Pas évident, hein. Mais elle est là. La carotte est là. Et donc, c'est une création Sabé Masson qui méritait d'être partagée lors de cette conférence qui raconte donc la beauté de la parfumerie, les belles marques, les beaux créateurs. Voilà. Donc, cette histoire, elle se décline aussi sous forme d'autres conférences dont voici des intitulés. Si vous avez, on en parle après. Et bien sûr, sous forme de podcast. Et il y a d'autres parfums qu'on aurait aimé vous faire sentir, mais pour respecter le temps, je vais bientôt m'arrêter, mais vous inviter à nous rejoindre sur le côté parce qu'il y a quelques parfums qu'on a encore dans la poche. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup de votre attention.